Salut les terriens et bienvenue dans le journal de l'espace. Bon, vu l'heure, s'il n'y a pas eu de changement de dernière minute, si tout s'est bien déroulé au décollage, et là, je croise les doigts pour ça au moment où j'enregistre cette vidéo, ça y est, le James Webb devrait être dans l'espace, la veille de Noël, en route pour, espérons-le, un long voyage et de magnifiques découvertes. Et puisqu'on parle de Noël et du James Webb, j'ai une annonce qui va vous intéresser aujourd'hui, puisque le journal de l'espace met en avant le magazine Ciel et Espace pour la seconde fois, avec son numéro 580, tout spécialement dédié à ce bijou de technologie. Vous y retrouverez un dossier de plus de 20 pages sur le James Webb Telescope, ainsi que plein d'autres sujets. Pour info, Ciel et Espace, c'est un média indépendant, édité par l'Association française d'astronomie, et qui n'est donc pas à but lucratif, qui présente et analyse chaque mois l'actualité du ciel, les dernières découvertes et les grands projets spatiaux comme le James Webb, avec de bons gros dossiers, des interviews et des portraits des acteurs majeurs qui écrivent l'histoire de notre conquête de l'univers en ce moment. Bref, c'est un magazine parfait pour compléter le journal de l'espace et prolonger le voyage tout en gagnant toujours plus en culture spatiale. Pour Noël, j'ai bien sûr une promo à vous proposer, et pour en profiter, rendez-vous sur le site Ciel et Espace, et entrez le code promo VENUS pour avoir moins 20% sur l'abonnement au magazine papier, ou le code MERCURE pour avoir moins 30% sur l'abonnement premium, qui donne à la fois accès au magazine papier et au numérique, et dont vous retrouverez le détail juste en dessous en description. Merci Ciel et Espace pour ce partenariat avec le journal de l'espace, et maintenant, place à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le problème moteur de la nouvelle fusée SLS de la NASA n'est toujours pas résolu, et ça devient problématique. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs du spatial ces 10 dernières années et l'accélération du nombre de lancements dans le monde, il est plutôt tentant de banaliser l'envoi d'une fusée dans l'espace, mais il ne faut surtout pas oublier que la technologie mise en œuvre dans ces fabuleuses machines est tout sauf simple. Pour preuve, un problème apparu fin novembre au niveau du contrôleur d'un des moteurs de la fusée géante américaine Space Launch System, plus connue sous le nom de SLS. Malgré les efforts de la NASA pour corriger ce fâcheux défaut, un nouveau retard du vol inaugural vers la Lune n'est plus à exclure. Cette information capitale pour le programme Artemis a été officiellement confirmée par l'agence américaine le 10 décembre dernier. Le contrôleur récalcitrant est celui qui supervise le moteur numéro 4 de la fusée SLS, qui en compte bien justement 4 au niveau de l'étage principal. Avant le 22 novembre, le contrôleur du moteur 4 fonctionnait comme prévu avec les autres systèmes embarqués, notamment l'ordinateur de bord, mais depuis peu il n'a plus fonctionné de façon nominale. Or, nous avons affaire ici à un élément crucial du lanceur puisque de mauvaises informations en provenance de ce contrôleur pourraient carrément compromettre la réussite d'un décollage, faute d'avoir un retour d'informations correct sur ce qui se passe au niveau de la motorisation. La revue spécialisée NASA Spaceflight indiquait que la nature du problème et le chemin à parcourir pour le résoudre sont encore inconnus et devront être pris en compte, mais les prévisions actuelles concernant la date à laquelle le véhicule sera prêt à être lancé est passée de fin janvier à mi-février. Voilà qui n'est pas très rassurant. Pour rappel, il était initialement envisagé de déployer le SLS sur son pas de tir à partir du 29 décembre, mais ce transfert n'aura vraisemblablement pas lieu avant la mi-janvier, et il ne faut pas se mentir, le décollage de la mission Artemis 1 au mois de février devient de plus en plus incertain, même si officiellement le planning n'a pas changé, compte tenu de toutes les autres étapes intermédiaires à accomplir avant la mise à feu. C'est justement ces étapes que nous vous avions présentées dans le 104e journal de l'espace, dont je vous mets le lien juste au-dessus. Pour ceux qui l'ignorent, le premier vol initialement prévu en février 2022 doit être consacré à la mission de retour lunaire Artemis 1, ce sera à la fois le vol inaugural du Space Launch System et les débuts concrets du programme global Artemis, qui consiste à faire revenir des astronautes sur la Lune durant cette décennie. Cette première mission Artemis n'embarquera personne à bord, et c'est seulement avec Artemis 2, attendu en 2023, qu'un équipage embarquera dans la capsule Orion pour faire un petit tour autour de la Lune. C'est ensuite la mission Artemis 3 qui doit permettre à l'Amérique de retourner fouler le sol lunaire après plus de 50 ans d'attente. En plus de ces difficultés techniques, comme si cela ne suffisait pas, je vous rappelle que la NASA ne peut pas choisir n'importe quel créneau pour lancer la mission Artemis 1. En effet, c'est la position de la Terre sur son axe ainsi que celle de la Lune par rapport à la Terre qui détermine aussi les fenêtres de tir possibles qui s'étendent chacune pendant une quinzaine de jours. La bonne nouvelle cette fois, c'est qu'il y a bien des fenêtres de tir disponibles en mars et avril 2022, juste au cas où. Le premier décollage du programme Artemis n'a cessé d'avoir du retard par rapport aux premières prévisions de la NASA, qui annonçait fièrement un vol inaugural de la SLS dès 2017. Dernièrement, la NASA espérait faire décoller Artemis 1 avant la fin de cette année 2021, mais compte tenu des difficultés techniques, mars 2022 semble maintenant beaucoup plus réaliste. Quant à la date de retour sur la Lune, officiellement décalée à 2025 par l'administrateur de la NASA, on peut émettre quelques doutes sur son maintien, tant ce programme s'annonce complexe à mettre en œuvre et que dans le spatial, les imprévus sont monnaie courante.
Le New Space a le vent en poupe en ce moment, et la start-up française Dark sort de l'ombre pour l'occasion. Allons voir ça de plus près. Dans le journal de l'espace, nous avons à cœur de vous tenir régulièrement informés des nouvelles entreprises françaises du New Space, et nous avons justement eu la chance d'interviewer Clyde Lahaine, le jeune PDG de la start-up Dark, dont l'ambition est de concevoir des micro-lanceurs pour rejoindre l'espace depuis n'importe où sur Terre. La solution proposée par Dark a plu aux investisseurs et c'est une levée de fonds de 5 millions de dollars qui a été bouclée dès le premier mois d'activité de la société en juillet 2021 et permettra d'afficher un premier lancement en France en 2026. Fondé par deux anciens ingénieurs du missilier MBDA, Dark propose un concept qui nous a paru réellement innovant en proposant des lancements réguliers vers l'exigeante orbite héliosynchrone depuis un simple aéroport, ce qui permet d'éviter les coûts logistiques très importants qui pèsent actuellement sur le marché des micro-lanceurs. Pour info, l'orbite appelée héliosynchrone permet à un satellite de passer toutes les heures au-dessus d'un même point sur Terre. C'est l'orbite utilisée principalement par les satellites d'observation civile et militaire. Clyde Lahaine nous précise également que les sommes prévues pour financer les lourdes installations d'un système de lancement classique serviront plutôt ici à financer le développement du projet et donc à terme de proposer des services à prix très concurrentiels. Mais alors, peut-on vraiment parler de révolution ? Là où Dark se distingue des autres solutions existantes, c'est en proposant un écosystème complet où il serait possible d'effectuer des lancements depuis un avion équipé, ce qui donnerait la possibilité de lancer ces appareils depuis n'importe quel aéroport sur Terre et permettrait aux structures qui travaillent dans le spatial de ne plus être dépendantes des pas de tir. Le micro-lanceur spatial de Dark apparaît clairement comme une solution idéale pour faciliter les échanges entre la Terre et l'espace et permet d'anticiper les énormes besoins qui se profilent à l'horizon 2030. Selon Clyde Lahaine, l'orbite basse héliosynchrone devient progressivement une zone industrielle, source de nouveaux besoins et usages qui doivent s'accompagner d'une véritable offre de lancement pour assurer des allers-retours quasi quotidiens à bas coût. Les micro-lanceurs de Dark sont dès aujourd'hui conçus pour réaliser différentes missions, par exemple ils pourraient servir à mettre des satellites en orbite, mais ils seraient également capables d'envoyer des appareils dans l'espace pour récupérer des déchets spatiaux grâce à un module que la société garde encore secret, et même approvisionner de futures micro-usines spatiales comme celle de Varda Space Industries prévue en 2024. Techniquement, le micro-lanceur de Dark se doit d'être novateur sur plusieurs points essentiels. Ses moteurs alimentés au méthane sont déjà prévus pour être réutilisés une centaine de fois, et le premier étage sera bien sûr réutilisable. Pour assurer une offre de lancement à la demande et en urgence, la durée visée pour la mise en orbite d'une charge utile installée est de seulement 6 heures, nous déclare Clyde Lahaine. L'objectif affiché de la start-up, c'est d'effectuer un premier vol en France dès 2026 avec des premiers essais de chambres de combustion fin 2022 et un essai spécifique à leur architecture moteur à l'automne prochain. La flotte de lanceurs à destination d'activités commerciales devrait quant à elle être prête en 2028. Pour mener à bien ces projets, l'entreprise qui fonctionne aujourd'hui avec 11 salariés compte bien sûr s'agrandir. D'ici 4 ans, nous prévoyons d'avoir plus de 300 employés répartis entre notre siège et notre site industriel, partage Clyde, qui ne nous cache pas rechercher en priorité des profils très techniques, étant lui-même plus l'ingénieur en chef du lanceur qu'un PDG pur et dur, mais qui a tout de même démontré d'excellentes capacités à financer sa société. On souhaite donc bonne chance à cette jeune entreprise française, dont on ne manquera pas de vous parler bien sûr dès qu'il y aura du nouveau. Ingenuity n'a toujours pas dit son dernier mot sur Mars, même s'il a eu chaud aux hélices. L'hélicoptère martien Ingenuity, fidèle compagnon du rover Perseverance, est en pleine forme puisqu'il a effectué le 17 décembre dernier son 18e vol. Au total, c'est désormais plus de 32 minutes qu'a passé Ingenuity dans le ciel martien, ce qui pulvérise tous les records et les attentes de ses concepteurs, sachant qu'au départ, la NASA avait prévu de limiter son exploitation jusqu'à 31 jours martiens pour effectuer au maximum 5 vols. Ce 18e voyage, pendant lequel le petit engin s'est déplacé sur 230 mètres à une vitesse de 9 km/h, a pourtant failli ne jamais avoir lieu suite à 2 incidents survenus lors du vol précédent. En effet, pour sa 17e mission, le petit appareil s'est élevé jusqu'à 12 mètres d'altitude pendant 117 secondes et a malheureusement subi un atterrissage un peu mouvementé avec un léger rebond non prévu, signe que le réglage de la portance n'était pas parfait. Il faut en effet savoir que le Jet Propulsion Laboratory, qui a conçu Ingenuity, doit en effet ajuster la vitesse de rotation des 2 rotors pour chaque vol en fonction de la température de l'atmosphère martienne afin d'obtenir une portance optimale. Une erreur, même infime, peut donc avoir de graves conséquences, comme par exemple cet atterrissage trop violent qui aurait pu renverser l'appareil et mettre fin définitivement à sa mission. À cela, il faut ajouter une rupture de communication entre Ingenuity et le rover Perseverance juste après l'atterrissage, ce qui a valu à la NASA quelques jours de frayeur. Selon Teddy Tsanetos, chef d'équipe d'Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory, c'est la mauvaise orientation de Perseverance qui est en cause, mais également une petite colline obstruant le signal, et c'est donc finalement 5 jours plus tard, après avoir patiemment réaligné le rover, que la confirmation tant attendue du bon déroulement du vol est arrivée.
Pour le dernier test d'Ingenuity, le 17 décembre dernier, des modifications ont donc été apportées afin de maintenir la liaison avec persévérance pendant l'atterrissage, mais au-delà du record et des difficultés, c'est l'énorme expérience qu'est en train d'accumuler la NASA sur les vols martiens qui doit être retenue, car l'exploration de la planète par les airs est amenée à décupler les capacités d'exploration des futures missions. La NASA en est convaincue, et les ingénieurs ont d'ailleurs déjà commencé à élaborer des concepts pour un hélicoptère beaucoup plus grand et performant appelé Mars Science Helicopter. Celui-ci aurait 6 rotors, pèserait environ 30 kg et permettrait de parcourir des distances de 10 km en un seul vol. Voilà donc qui nous fait déjà rêver. Et c'est parti pour le zapping du journal de l'espace. C'est une véritable malédiction qui s'abat sur la capsule habitée Starliner de Boeing, qui va encore devoir patienter plusieurs mois avant de rejoindre l'ISS. C'est mi-décembre que la NASA a finalement annoncé un énième report du lancement, afin, selon ses déclarations, de poursuivre l'évaluation du vaisseau. Il faut comprendre ici que le prototype connaît de sérieux problèmes techniques qui sont encore loin d'être résolus. Les perspectives actuelles permettraient d'avoir un créneau à partir du mois de mai 2022, ce à quoi la NASA ajoute en fonction de l'état de préparation du vaisseau spatial et de la disponibilité de la station spatiale. Pour rappel, c'est en août 2021 que sur le pas de tir avait été découvert un grave problème lors d'un test de routine sur les valves liées à la propulsion. En effet, sur les 24 valves que compte le système Starliner, seules 11 s'ouvraient et se refermaient correctement, et c'est ainsi que depuis 6 mois, les équipes d'ingénierie ont procédé au retrait et au démontage des vannes, à une vérification de leur comportement face à diverses conditions, à leur inspection interne, et elles ont découvert entre autres une mauvaise tolérance des valves à l'humidité, provoquant une corrosion inattendue. C'est clairement une situation assez embarrassante pour Boeing, malgré un développement ayant coûté plus de 4,2 milliards de dollars, pour un appareil qui, aux yeux des spécialistes, ne sait toujours pas gérer l'exposition à l'humidité. À cela s'ajoute la concurrence de SpaceX, qui avec son vaisseau Crew Dragon affiche une insolente réussite pour la moitié du budget alloué à Boeing. À l'heure où nous écrivons ces lignes, des tests se poursuivent au centre d'essai de White Sands de la NASA afin d'exposer les vannes à des conditions similaires à celles que le vaisseau spatial a connues sur le pas de tir et dans le centre d'intégration verticale avant la dernière tentative de lancement. Espérons donc juste que ces nouveaux essais ne mettront pas en lumière d'autres problèmes techniques encore plus importants. Partons maintenant sur Mars, où l'orbiteur russo-européen TGO, pour Trace Gaze Orbiter, a repéré le 15 décembre 2021 des indices d'eau dans la zone des Grands Canyons martiens. Cette information est véritablement troublante car cette découverte a eu lieu au niveau de Valles Marineris, situé à l'équateur martien, zone où la présence d'eau n'était pas forcément attendue par les géologues. Quand on parle de la découverte d'eau, il faut plutôt préciser qu'il s'agit ici d'un immense réservoir de glace et de minéraux riches en eau, qui selon l'ESA serait situé en faible profondeur et pourrait donc être facilement exploitable par de futurs explorateurs. Comme vous le savez, la présence d'eau sur Mars n'est plus un mystère, mais cette découverte de l'orbiteur n'en est pas moins remarquable, car la majeure partie de l'eau martienne que l'on connaît est localisée dans les régions polaires de la planète, où il fait très froid, et cette glace d'eau ne peut normalement pas être présente sous la même forme au niveau de l'équateur, car les températures sont tout simplement trop élevées. Mais alors, comment Trace Gaze Orbiter a-t-il permis aux scientifiques de repérer cette eau ? La sonde utilise un instrument appelé FRIEND qui ne détecte pas directement l'eau mais l'hydrogène jusqu'à une profondeur de 1 mètre dans le sol martien. Ainsi, FRIEND a pu repérer une zone avec une quantité élevée d'hydrogène d'une superficie équivalente à celle des Pays-Bas. En supposant que tout cet hydrogène est lié à des molécules d'eau H2O, c'est jusqu'à 40% des matériaux proches de la surface qui semblent donc être de l'eau. Reste maintenant à confirmer sous quelle forme se présente toute cette eau, car s'il s'agit vraiment de glace présente à faible profondeur, l'envoi d'une mission de forage serait le seul moyen de s'en assurer, sachant qu'un gisement de cette taille serait bien évidemment très précieux pour une future mission habitée. La start-up française Venture Orbital Systems, spécialisée dans les propulseurs de petits satellites, s'engage dans un nouveau challenge, imprimer un moteur en fabrication additive, plus communément appelé impression 3D, pour une mini-fusée orbitale. Grâce à une technologie innovante, la jeune pousse française compte bien se positionner à moyen terme comme la référence en matière de lancement de nanosatellites. Ce moteur va permettre la fabrication d'un nouveau propulseur léger, économique et rapide à construire, le Zephyr. Bien plus petit et bien plus léger que les lanceurs traditionnels que l'on trouve actuellement sur le marché, on pourra le construire en moins d'une semaine, déclare Stanislas Maximin, le président de Venture Orbital Systems, qui par ailleurs a annoncé un coût de fabrication à moins de 100 000 € par unité. C'est un tarif extrêmement compétitif et les premiers tests de Zephyr auront lieu dans 3 ans pour une mise en orbite prévue en 2024.
Venture Orbital System avait déjà fait parler d'elle le mois dernier lorsqu'elle avait fait savoir qu'elle quittait la capitale française pour s'installer à Reims, et la startup déclare aujourd'hui vouloir investir 70 millions d'euros pour développer ce projet de lancement de satellites dans la ville des Sacres, en prévoyant de conclure, pour arriver à ses fins, une première levée de fonds dont on ne connaît pas encore le montant, mais également l'embauche d'environ 70 personnes à court terme. Une entreprise française qu'il me plairait bien d'aller rencontrer pour vous la présenter plus en détail. Avant de vous quitter et de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, information importante, l'équipe du JDE prend une semaine de repos à partir de mardi prochain. Il reste donc encore le journal de la Starbase du mardi 28 décembre, et on se retrouvera ensuite l'année prochaine, le vendredi 7 janvier, pour l'actualité spatiale. Un grand merci au magazine Ciel et Espace pour sa promo de Noël dont vous retrouverez tous les détails en description, et un énorme merci bien sûr à vous tous pour cette année passée ensemble sur le journal de l'espace, c'est une sacrée aventure. Je vous dis à mardi, salut les terriens.